Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci encore une fois de nous accueillir chez vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Lire et Écrire. Et comme toujours, c'est avec un réel plaisir de partager le plateau avec notre chroniqueur, Djibril Diédhiou. Bonjour Djibril. Bonjour Mariatou, c'est un plaisir partagé d'être sur le plateau de Lire et Écrire comme toujours. Merci beaucoup, Djibril Diédhiou. Pour ce nouveau numéro, nous accueillons sur ce plateau Johan Orphée Ndoma Yanga Yanga, originaire du Gabon. Johan Orphée est étudiant en master de la gestion des ressources humaines. Passionné des lettres, il a remporté le deuxième prix d'un concours d'écriture dans son lycée en 2011. Johan Orphée a aussi écrit des poèmes et chroniques qu'il partage à travers les réseaux sociaux. Et voici son premier roman, Sarah la réconciliatrice, qui va être le sujet de notre discussion aujourd'hui. Bonjour Johan. Bonjour, Mariatou. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, vous écrivez depuis tout petit, c'est ça? Pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à écrire? Vous avez eu à côtoyer des écrivains ou bien qu'est-ce qui vous a réellement poussé? Alors, déjà, ce que je peux dire par rapport à ce qui m'a poussé à écrire, c'est il y a diverses raisons. D'un point de vue familial, je suis issu d'une famille de pédagogues. Mon papa, il est professeur d'histoire-géo. Alors, depuis étant petit, il nous attelait à ce que nous puissions toujours bien écrire, car il a toujours dit que l'écriture, c'est un moyen de refléter notre personnalité. À travers l'écriture, on peut avoir une bonne appréhension de vous. Aussi, durant mes études au lycée, j'ai toujours eu des encouragements de la part de mes proches et de mes professeurs. En fait, je peux dire que c'est quelque chose de naturel. J'ai toujours écrit par passion et les encouragements de mes profs, de mon environnement estudiantin et collégial, ça m'a toujours poussé à écrire. Ouais. D'accord. Alors voici votre premier roman, Sarah la réconciliatrice. Sarah est une jeune fille qui a réussi à réconcilier son père et sa maman qui ne s'entendaient plus depuis des années. Mais ma question c'est pourquoi le choix d'une fille? Pourquoi n'aviez-vous pas choisi un jeune garçon à la place de Sarah? D'accord. Alors, la raison, en fait, c'est comme si vous me demandiez pourquoi le titre même, Sarah la réconciliatrice. La raison du choix de la fille est à deux niveaux. D'un point de vue religieux déjà, pour ceux qui ont lu la Bible, Sarah symbolise la persévérance dans la Bible. C'est après 90 ans qu'elle réussit à enfanter. Et alors, d'un point de vue interne, c'est-à-dire d'un point de vue familial, alors dans ma famille, en 2001, malheureusement, ma mère perd son père. Elle perd son père et elle a une petite sœur qui est d'une autre mère. Donc, en perdant son père, vous savez, avec les familles africaines, il y a parfois des séparations après les décès des parents. Donc, 2 ans après leur séparation, ces dernières ne se parlaient plus. Donc, ce n'est qu'en 2003, lorsque ma maman tombe enceinte, en août 2003, le 3 août 2003, elle met au monde ma petite sœur, celle qui me suit directement en grâce. Et ma tante, la même année, le même mois, accouche aussi d'une fille appelée Sarah. Maintenant, mon grand frère, qui voulait à tout prix voir sa cousine, insiste à ce que on puisse aller rendre visite à notre tante qui a accouché. Donc, lorsqu'on arrive, le prénom qui est donné à la fille, c'est Sarah. D'où Sarah la réconciliatrice, parce que c'est suite à la naissance de ma cousine Sarah que ma mère et sa petite sœur ont décidé de se remettre ensemble, en fait. Donc, ce sont les raisons qui m'ont poussé autant pour moi à choisir Sarah. D'accord. Djibril, quelles sont vos impressions après avoir lu l'œuvre? Voilà, d'abord l'œuvre je l'ai parcourue avec beaucoup de virtuosité et l'œuvre Sarah la réconciliatrice de Monsieur Orphée, c'est un ouvrage, rien que la thématique, elle est unificatrice et motivatrice. Donc c'est dans ce sens aussi que dès le prologue, j'ai noté quelque chose qui est aujourd'hui une valeur substantielle dans nos différentes communautés. C'est cette thématique du pardon. Aujourd'hui, on constate que dans la société sénégalaise ou même dans la société africaine, de jour en jour, le pardon continue à se tarir dans nos différentes sociétés. Et vous, jeunes écrivains que vous êtes, vous vous êtes, vous vous êtes inscrits dans la logique de parler d'une telle thématique aussi importante. D'ailleurs, vous le dites que le pardon élimine les barrières de la haine, de l'amertume. Et vous avez dit que Valérie, qui est la maman de Sarah, étant une dame imbue de foi, a je ne sais de pardonner. Aujourd'hui, vous, jeunes écrivains, quelles ont été les initiatives de base qui vous ont poussé à parler du pardon? Alors que j'ai entendu un chercheur dire que le pardon n'est ni tacite ni verbal. C'est une disposition intérieure
de la personne à pardonner sans même rappeler l'erreur. Donc, jeune écrivain que vous êtes, quelles ont été les initiatives de base qui ont fait que jusqu'à ce que vous parliez de la thématique du pardon? Alors, pour répondre à cette question, je pense que déjà, dans mon préambule, lorsque je parlais de la réconciliation d'un point de vue familial, il fallait bel et bien un pardon pour pouvoir amorcer cette étape de la vie de notre famille. Donc moi, je me dis, comme je l'ai expliqué dans le livre, le pardon est cet élément avec lequel nous brisons les chaînes de l'amertume, de la haine ou encore de la rancœur. Donc, même d'un point de vue religieux, on nous dit toujours, il faut qu'on se pardonne les uns les autres en fait. La vie, elle est faite des erreurs, c'est normal que nous puissions en commettre. Donc, ne pas pardonner serait un blocage pour nous en fait, parce que nous allons être condamnés dans le passé, ce qui a déjà eu lieu. Du coup, pardonner, c'est se libérer. Pardonner, c'est voir un nouvel horizon. Pardonner, c'est penser à quelque chose de futur qui pourra nous aider pour la suite. Dans tous les cas, c'est effacer et de repartir pour nous sur de nouvelles bases. Du coup, je me dis que le pardon est essentiel dans les relations humaines. Quiconque ne pardonne pas décide de s'auto-emprisonner. Voilà, le pardon, c'est l'une des valeurs substantielles des relations humaines, comme vous l'avez si bien dit, parce que pardonner, c'est en quelque sorte une disposition de la personne à participer à la bonification de l'autre, comme vous venez de le dire. Mais dès la page 6, on voit que vous êtes revenu sur aussi une thématique aussi importante qui est aujourd'hui l'influence nocive qu'a les réseaux sociaux sur notre jeunesse. Donc, c'est parce que aujourd'hui vous constatez que dans nos différentes sociétés, cette influence nocive dont je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux impacte négativement dans nos différentes sociétés. Donc, quel a été aussi le choix porté sur une telle thématique? Alors, comme toutes choses, lorsqu'elles existent, elles ont forcément, comment dirais-je, elles ont des avantages et des inconvénients. Et l'abus en toute chose est absolument nocif pour nous. Donc, comme je l'ai si bien dit, les réseaux sociaux à la base, c'est justement pour garder les contacts, pour découvrir, pour apprendre de nouvelles choses. Mais lorsque l'utilisation devient abusive, forcément, elle a des impacts négatifs. Par rapport au roman, s'il faut y revenir, nous sommes dans un milieu, nous sommes dans un milieu scolaire. Et qui parle de réussite à l'école doit savoir faire une priorité aux priorités, comme je l'ai mentionné avec Stephen Covey. Alors, donc, un étudiant qui souhaite réussir ne va pas passer son temps à être sur les réseaux sociaux, surtout lorsque ce n'est pas pour une bonne cause. Parce que les réseaux sociaux ont un impact positif ou négatif selon l'utilisation que nous en faisons. Par exemple, il y a d'autres qui vont sur les réseaux sociaux pour s'éduquer, suivre des pages de motivation et de développement personnel, suivre l'actualité. Il y a d'autres qui vont juste pour la distraction, c'est-à-dire regarder des musiques, des vidéos qui amusent. Donc, ce que je puis dire, c'est que les réseaux sociaux en soi, dans leur création, ne sont ni mauvais ni bons. Tout dépend de l'utilisation que nous faisons de ces derniers. En gros, c'est ce que je puis dire par rapport aux réseaux sociaux. Voilà, tout dépend de l'utilisation qu'on doit en faire. Comme l'a si bien dit le chercheur, qu'on ne doit pas être des consommateurs bruts de l'information et de tout ce qui vient des réseaux sociaux, mais on doit être des consommateurs, c'est-à-dire être partie prenante de tout ce qui participe à la bonification, soit de notre être, soit de nos compères. Pour un peu renchérir cela, par exemple, c'est un exemple assez prosaïque. L'eau, à la base, vous consommez de l'eau, c'est quelque chose de normal pour nous tous, c'est bénéfique pour notre santé parce que le corps est composé à plus de 70% d'eau. Si vous prenez de l'eau de façon abusive, vous remarquez que forcément votre ventre sera ballonné et juste après, vous allez vomir et peut-être même être interné à un hôpital. Donc du coup, même lorsqu'une chose, elle est bien, lorsque la base de la chose est créée positivement, si vous en faites une utilisation mauvaise, forcément il y aura des répercussions négatives sur votre personnalité ou votre corps. Joanne, parlons de Monsieur Paulin. Monsieur Paulin, père de Sarah. Il a abandonné sa famille, un enfant d'1 année, une jeune fille et son épouse. Quelques années après, quand Monsieur Paulin a revu sa fille, il lui a donné des raisons, il lui a expliqué le pourquoi de son départ. Sarah a très vite compris. Mais est-ce qu'un père de famille, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles qu'on peut rencontrer dans la vie, est-ce que ça, c'est des raisons valables pour pouvoir abandonner sa famille? Absolument non, absolument non. Parce que comme je le dis, malgré les vicissitudes de la vie, dans chaque famille, que ce soit les enfants, la progéniture, le père et la mère, chaque membre a un rôle. Le père, il est le garant de la famille. C'est lui qui dirige la maison, c'est lui qui dirige le foyer.
Alors, c'est comme un bateau. Si le capitaine décide de partir, généralement, on ne sait plus à quel niveau nous devons nous diriger. Donc, malgré les conditions, malgré tous les problèmes qu'il a pu rencontrer, Paulin aurait dû revenir. Il aurait dû revenir et expliquer à ses parents, expliquer à sa fille, à sa petite amie, on va dire à sa femme et à son enfant. Malgré le fait qu'il soit allé là-bas, il n'a pas pu réussir, par exemple, à trouver des moyens pour subvenir aux besoins de sa famille. Il aurait pu revenir et leur dire que je vais retenir pour une longue durée. Dans tous les cas, il devait garder le contact. Malheureusement, comme il a si bien dit, c'est une erreur qu'il a commise et il accepte en fait. Il accepte, c'est une vertu qui est à l'intérieur. Le père, il est fautif, mais il accepte de de porter la croix et afin d'avancer pour pouvoir essayer de réconcilier sa famille. C'est vrai, Djibril. Voilà, par rapport à aussi l'ouvrage de M. Orphée, donc on va revenir un peu sur M. Paradoxe, l'enseignant qui, de par cette métaphore des cailloux et des pierres et du sable, voilà. Moi, l'intervention que je vais faire par rapport à M. Paradoxe, c'est ce message qu'il attribue aux enfants, pour les dire que aie le soin de partager de la boisson avec vos amis, parce que l'amitié est sacrée. Et aujourd'hui, on voit que les gens, en quelque sorte, banalisent l'amitié. Aujourd'hui, ou bien parfois, l'amitié s'adore sur un effet matériel ou pécuniaire. Donc, quel a été le message dans le choix de M. Paradoxe avec cette thématique de l'amitié? Alors, à la fin même, lorsqu'il finit de parler, il dit aussi, vous pouvez partager, n'oubliez jamais de partager un jeu avec vos amis. Et il dit aussi, car les relations valent mieux que les diplômes. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des diplômes, ça renvoie indirectement à vos compétences, mais ce sont vos relations qui vous permettront peut-être un jour d'accéder à un poste ou à autre chose. Donc, l'amitié est également une valeur rare dans la société actuelle. Contrairement à la famille, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. C'est quelque chose de carré. Nous sommes nés d'un père et d'une mère. Nous avons des frères et des sœurs. Nous ne choisissons pas. Alors que l'amitié doit se faire sur la base d'un choix. Par exemple, après avoir fait une introspection, je remarque qu'il y a certaines choses qui me manquent et que je retrouve ça chez un ami, chez une personne qui est proche de moi, qui me permettra de m'hisser vers le haut. Donc, du coup, l'amitié devient cet élément-là qui apporte une valeur ajoutée dans les relations humaines. Absolument, il faut que, malgré tous les problèmes qui minent nos sociétés, l'amitié doit être toujours cet élément qui est au socle de tout, en fait. Après la famille, pour moi, je considère que l'amitié, c'est un élément proche. Et je l'ai même dit que l'amitié est comme une voiture pour moi. Et l'ensemble de mes amis constitue ma ceinture de sécurité. Donc, l'amitié est un élément, un concept, une valeur que nous devons toujours prôner. Voilà, nous allons rester toujours avec M. Paradoxe quand il dit aux élèves, ne vous limitez pas seulement sur ce que vous apprenez à l'école. Donc il faut avoir cette volonté d'aller au-delà des connaissances que vous recevez dans le milieu scolaire. Pour juste dire qu'aujourd'hui, que l'enseignement n'est que 10% de notre processus de formation. Et le chercheur dont ses écritures mes familiers me dit souvent que la formation s'acquiert dans le tas et le tas. Donc on ne se forme pas en une journée, c'est tout un processus. Et dans le tas, c'est parce qu'il y aura des obstacles, il y aura des inopidies, il y aura des vicissitudes, mais à chaque vicissitude, ça nous permet de grandir et d'aller au-delà de nos performances. Donc par rapport à cela, M. Paradoxe était dans la logique de dire qu'il ne faut pas se limiter seulement sur ce qu'on apprend au niveau des institutions scolaires, mais aller au-delà. Donc cela a été votre message durant le processus de conseil de M. Paradoxe. Mais voilà, il y a aussi quelque chose d'important dans votre ouvrage, c'est cette éducation dont pourvoyaient les parents à leurs enfants. La Valérie et aussi les parents d'Estelle. Pour juste revenir sur cette thématique de l'éducation, toujours. Donc, par rapport à ça, quel a été aujourd'hui le choix porté sur une chose aussi primordiale que l'éducation? Alors, Mandela le disait, l'éducation est l'arme la plus puissante avec laquelle nous puissions changer le monde. Si on estime que l'éducation n'est pas assez forte, qu'on teste l'ignorance et on connaîtra tous les résultats. Pour revenir au message de Paradoxe, d'un point de vue scolaire, il y a une phrase dans laquelle je dis que la connaissance qui compte le plus est celle qu'on acquiert soi-même. Les profs sont faits pour des personnes qui ne s'auto-formeraient pas. À l'école, on apprend les mathématiques, on apprend la physique, on apprend
on apprend l'SVT, on apprend plusieurs choses. Mais ce n'est pas à l'école qu'on apprend à être poli, ce n'est pas à l'école qu'on apprend à pardonner, ce n'est pas à l'école qu'on apprend à parler avec respect face à une... C'est dans la vie réelle. Donc, hormis ce qu'on nous apprend à l'école, il faudrait qu'on aille toujours au-delà de ce qu'on nous donne. Pour éviter de rester dans notre zone de confort, il faudrait qu'on essaye de sortir de là pour pouvoir avoir un plus. C'est ce qui fera en sorte qu'on se démarque dans la vie de façon générale. D'ailleurs, avant le départ de Sarah, ce sont les mêmes conseils que lui donnait son oncle. Il lui disait, à l'université, on n'apprend pas pour les notes, mais on apprend pour la vie. Maintenant, j'aimerais que vous reveniez sur la vie d'Estelle. Estelle, une fille vraiment qui était intelligente, sérieuse, mais quand elle a eu son baccalauréat et elle est allée à l'université, on a vu une autre Estelle, une Estelle qui fréquentait les bars. Et d'ailleurs, c'est elle qui disait à Jules que moi, je suis une catholique fervente, je ne suis pas pour le sexe avant le mariage. Mais malheureusement, Estelle tombe enceinte. Pouvez-vous revenir sur la vie Estelle, nous expliquer pourquoi ce changement? Alors, tout à l'heure même, lorsque j'étais avec mes lecteurs là, ils me faisaient le même reproche. Ils me demandaient comment Estelle, qui a commencé comme une étoile, a fini par s'assombrir. Alors, ici, le message caché que j'essaie de retransmettre, c'est que dans la vie, nous pouvons toujours commencer avec une vitesse assez exponentielle. Et si on ne fait pas attention, ou si l'environnement dans lequel nous sommes n'est pas propice à l'éclosion de notre bonheur ou encore à l'éclosion de notre réussite, nous pouvons facilement sombrer. Ne dit-on pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Et aussi, c'est une manière de dire que dans l'environnement estudiantin gabonais ou généralement africain, les universités publiques ont tendance, on va dire, l'environnement n'est pas très propice pour que les étudiants réussissent. Par exemple, lorsqu'elle arrive à l'université, le comportement des étudiants de façon générale en Baya est plus orienté vers la distraction, les jeux, la bringue, les beuveries, les fêtes à ne pas finir. Donc, étant arrivée dans cet environnement-là, elle a fini par malheureusement perdre le cap qu'elle avait. Donc, c'est-à-dire que malgré les capacités que nous avons, si nous ne restons pas focus sur l'objectif que nous nous sommes fixés dès le départ, on peut facilement se détourner de cela. Donc, il faudrait toujours garder cela en tête. C'est un message que j'essaie de faire passer, c'est-à-dire que malgré votre intelligence, malgré tout ce qu'on vous a dit dans votre parcours universitaire, n'oubliez jamais ce pourquoi vous êtes engagé. Ne vous détournez pas de la voie qui a été la plus bonne lorsque vous avez commencé. Donc malheureusement, Estelle, c'est ce qui est arrivé pour elle et elle est tombée dans cette situation en fait. Voilà, moi je veux revenir sur une thématique aussi importante qui est aujourd'hui le chômage des jeunes. Parce que Roy dit que les stages sont devenus beaucoup plus difficiles dans nos différentes communautés. Mais on voit que le père de Sarah, qui a quitté de par cet slogan to from zero to hero, donc c'est quelque chose aussi c'est un message qui révèle un conseil à l'endroit des jeunes pour entreprendre. Donc en quelque sorte aujourd'hui, qu'est-ce que révèle votre message? Alors, déjà ici, la thématique principale abordée dans cet aspect-là, c'est l'entrepreneuriat, comme vous l'avez si bien dit. Et pour moi, je considère toujours ça, c'est que l'entrepreneuriat est le chemin par lequel nous pouvons briser les chaînes du chômage. Donc, nous sommes plus dans des états dans lesquels la formation publique est orientée vers l'administration et tout le reste. Donc, malheureusement, les jeunes ne veulent pas essayer de sortir de leur zone de confort. Ils veulent simplement faire comme nos prédécesseurs, c'est-à-dire être dans la bureaucratie, essayer d'avoir un bureau, être sous la clim et ensuite continuer. Alors que l'entrepreneuriat, vous l'avez vu avec monsieur Paulin, il a remarqué une faille dans un système. Il a essayé de pouvoir mettre en place une activité qui serait génératrice de fonds. Donc c'est le message que j'essaie de passer à nos frères. D'abord, c'est le message que je me passe moi-même parce que je n'ai pas encore terminé. Donc, au lieu de simplement de vouloir être dans l'administration publique ou encore intégrer une entreprise, ou de vouloir travailler pour une personne, je peux essayer de voir en moi les capacités qui pourront m'aider à pouvoir non seulement me satisfaire, mais aussi à créer de l'emploi. Comme quoi la création d'emploi agit sur le produit national brut d'un pays. Donc, plus nous sommes orientés dans l'entrepreneuriat, plus la croissance économique d'un pays est assez élevée.
Donc, c'est le message que j'essaie de passer. Il faudrait qu'on soit plus orienté dans l'entrepreneuriat que dans les métiers classiques. Qui est plus orienté dans l'entrepreneuriat, mais on peut subir des échecs. Et d'ailleurs, Valérie va dire ça à sa fille en la disant que l'échec est partie intégrante du processus de la réussite. Donc, vous, aujourd'hui, jeune auteur, donc, par ce message de l'échec naît la renaissance. Donc, quelle a été votre posture pendant que vous écriviez cet ouvrage? Alors, donc, par rapport au parcours, c'est-à-dire mon parcours dans la rédaction de ce livre, j'ai eu plusieurs échecs. D'ailleurs, même ce livre et la genèse de ce livre est liée à un échec. En effet, c'était suite à un concours organisé par Orange où il fallait écrire des nouvelles et je devais écrire un texte sur les violences faites aux femmes. Alors, j'ai écrit ce texte et malheureusement, lorsqu'on primait les lauréats, je n'étais pas je n'étais pas dans le podium. Donc, malgré cela, j'ai décidé au moins de continuer parce qu'il y a des personnes qui ont aimé le texte. Je me suis dit, ce texte, je vais voir comment l'adapter et ensuite faire de ça un roman. Donc, comme quoi, je l'ai si bien mentionné dans le livre, l'échec est un processus normal dans la réussite. D'ailleurs, même la vie nous le montre tous les jours. Un enfant, pour marcher, il doit tomber plusieurs fois. Même une étoile, pour briller, elle a besoin d'obscurité. Donc, du coup, plus j'échoue, je suis sûr que je serai proche d'une réussite. Au lieu d'être un désavantage, pour moi, je trouve ça comme une force qui me permet d'avancer, en fait. Il faut que j'échoue, comme ça me permet de redoubler l'effort. Alors que si j'essaye et que je réussis directement, je vais me reposer sur mes lauriers et me dire que c'est bon, je suis parfait, je peux m'arrêter là. Donc l'échec, c'est échec, 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 égale réussite. Sans oublier la prière. Prière plus échec, échec, échec plus. Et ça donne la réussite, en fait. Moi, j'ai fait une remarque, ce sont les personnages qui ne sont pas revenus dans l'œuvre. Par exemple, Jules et Abel, ils ont joué des rôles vraiment importants. Moi, en lisant, j'avais l'envie de revoir Jules, savoir s'il va devenir un footballeur pro, comme il l'a si bien souhaité. Mais j'ai pas revu ça dans l'œuvre. Pourquoi ces personnages qui ne sont pas revenus? Alors là, vous me poussez à parler un peu du tome 2 qui est en cours. Ouais, il y a une suite en fait. Ici, l'objectif principal d'un point de vue éducatif, Sarah, elle passe le bac D. Ce qui est ici au Sénégal, je pense que c'est le bac S. C'est un bac scientifique. Donc, l'objectif pour moi, c'était essayer de donner les différents débouchés après l'obtention du bac D. Vous voyez que Gilles, il va poursuivre de l'électromécanique. Abel, au Gabon, il y a une école qu'on parle qu'on va dire, Maths Sup. C'est une école préparatoire aux grandes écoles en France. Sarah, elle va faire médecine. Estelle, elle va faire mathématiques à Mbaya. Donc, j'essaie de donner des différents débouchés pour permettre aux étudiants de terminale que en lisant au moins ce livre, ils pourront s'inspirer de l'un des personnages pour pouvoir faire ça, pour pouvoir suivre l'une des formations proposées. Maintenant, dans la suite, il y a la vie d'Abel qui continue, il y a la vie de Jules qui continue, il y a la vie de Sarah, il y a la vie d'Estelle. Et il y a même des retrouvailles de ces dernières parce que après avoir passé des moments assez ineffables, il faut bel et bien des retrouvailles. Donc, dans la suite du roman, je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez, mais vous saurez exactement ce qu'est devenu Jules, ce qu'est devenu Abel. En tout cas, on a hâte. Merci. Djibril? Voilà, par rapport aussi à ça, moi je veux revenir un peu sur le processus de réconciliation. Parce qu'après que Sarah a rencontré son père, Paulin, après ils ont fait une conspiration pour que le papa puisse aller au village et rencontrer la maman. Donc après vous revenez pour dire à la page 62 qu'une famille séparée par des erreurs de la vie venait de se réconcilier par la force de l'amour. Donc quel a été le message tacite de ces propos? Alors, comme je l'ai si bien dit préalablement, les erreurs, tout le monde en fait. Et c'est grâce au pardon qu'on peut couvrir nos erreurs. Si par exemple je vous ai offensé, vous devez comprendre pourquoi je vous ai offensé. Et si vous décidez de me pardonner, ça nous permet d'avancer. Et ce qui est au-dessus de tout ça, c'est justement l'amour. Donc, le papa, il a commis des erreurs en abandonnant sa famille. Il est parti, il a disparu pendant 10 ans. Mais malgré son absence, l'amour est toujours là pour relier. Et c'est grâce à ça que cela a permis en sorte que comment dirais-je, le père, la mère et les deux autres membres de la famille puissent se réunir. Donc, Sarah, d'un point de vue interne elle-même, elle a essayé de se battre.
essayer de faire d'abord une réconciliation à un premier niveau entre elle-même et son père, grâce à l'intervention de Estelle, justement parce que c'est Estelle qui fait en sorte que Sarah essaie de refaire un pas vers son papa. Après le premier niveau de réconciliation, Sarah revient vers sa mère de façon... elle a fait ça en catimini, mais en utilisant l'émotion de la mère à travers l'album qu'elle fait fusionner. C'est-à-dire que c'est comme la famille même qui est là au centre. Le jeune homme, Ben, il est en train de montrer l'album, la fille est en train de commenter et la maman est en train d'observer. Donc vous voyez que ce n'est que l'amour qui peut agir comme ça. Et pour qu'il y ait amour, il faut que la famille d'abord soit même présente. Donc c'est comme je peux dire, c'est que peu importe les erreurs commises, l'amour peut couvrir toutes les fautes. C'est l'amour qui couvre toutes les fautes. Vous avez parlé de Ben et on a constaté dans l'ouvrage que la maman, dans son processus d'éducation, fait comprendre à Ben qu'un homme a des responsabilités à gérer tout le temps. Et c'est d'où l'importance toujours de l'éducation dont vous parlez. Parce que si Estelle a eu l'intelligence de pousser Sarah vers la réconciliation entre elle et son père, et aussi Sarah a après eu, parce que sa maman lui a dit que quelles que soient les erreurs, quelles que soient les difficultés, sache que c'est ton père. Donc Sarah, elle aussi, à travers l'éducation qu'elle a reçue, a su réellement pardonner son père, mais même avant de pardonner son père, elle a su respecter son père. D'où l'importance de l'éducation d'un parent à son enfant. Tantôt, tout le temps, je dis que dans nos différentes sociétés, excusez-moi du terme, on doit même éduquer parfois nos parents. Parce qu'un parent qui n'a pas cette capacité ni cette volonté d'éduquer son enfant vers des valeurs de bienfaisance, l'enfant ne pourra jamais être éduqué. Par exemple, un parent qui prend la main de son enfant, l'amène vers un charlatan pour faire du mal à l'autre, ce parent, en quelque sorte, fait légitimer une chose qui n'est pas du tout adéquate à une société de paix et de stabilité. Un parent qui participe à la médisance d'autrui, en quelque sorte, ne participe pas à rendre meilleur son enfant. Donc, cette éducation a une importance capitale durant tout le processus de votre âge. Moi, si j'allais choisir comme thématique principale, c'était cette volonté de participer à l'éducation de nos enfants dans nos différentes sociétés. Voilà, en quelque sorte, par une approche de miniature, la thématique principale que je donnais à votre ouvrage, c'est-à-dire à travers ce processus de réconciliation, qu'il y avait une éducation de valeur. Bon, à ce que Djibril parlait, quel message vous allez donner aux parents par rapport à l'éducation, oui. D'accord. Alors, par rapport à l'éducation, le message que je pourrais donner aux parents, c'est que je considère un enfant comme un ordinateur neuf. Un ordinateur qui n'a aucune application à l'intérieur, qui n'a que des principes de base, tels que l'allumage, le contraste et tout le reste. Maintenant, lorsqu'on achète un ordinateur, c'est nous qui le façonnons. C'est nous qui mettons les applications à l'intérieur afin qu'on puisse l'utiliser à bon escient. C'est nous qui pouvons aussi mettre des applications ou encore des mauvaises choses qui pourront nuire à la durée de notre appareil. Donc, lorsqu'un enfant vient de naître, il est absolument vide. Il a juste une intelligence naturelle, mais c'est aux parents de lui montrer les valeurs rares, l'humilité, le partage, le courage, la motivation, la persévérance, de manière à telle sorte que lorsqu'il grandit, il ne se détournera point des voies qui lui ont été présentées dans sa jeunesse. C'est aux parents d'être comme un guide. Ils doivent même être des guides. C'est aux parents de savoir que mon enfant, s'il doit atteindre une destination, voici les moyens que je dois lui donner, voici les outils que je dois lui donner, voici les armes que je dois lui donner. Et ce qui est sûr, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les problèmes, l'enfant a plus de chances de pouvoir atteindre les objectifs que le parent avait vu, la vision que le parent avait de son enfant lors de sa naissance. Et le message que je peux aussi donner par rapport aux enfants eux-mêmes, c'est que après avoir déjà acquis ces bonnes valeurs qui ont été transmises par leurs parents à l'école, ils doivent maintenant se surpasser. Ils doivent vraiment faire une introspection, essayer de voir ce qu'ils aiment afin de pouvoir exercer un métier qui sera bénéfique pour eux-mêmes parce qu'ils le feront avec passion, avec amour et ils contribueront à terme au bien-être de la population, au bien-être de leur entourage, à leur propre bien-être. Donc l'éducation est au centre de tout. Comme on le disait, celui qui n'aime pas l'éducation, il n'a qu'à tester l'ignorance et il verra ce que ça va donner.
Merci Joanne, le message est passé. La première partie de l'émission est terminée. On va passer maintenant à Capsule Mon Livre. Notre invité va nous parler de l'œuvre qui lui a le plus marqué. Alors, parmi tous les livres que j'ai pu lire, celui qui m'a le plus marqué, c'est un classique africain, communément appelé, bien reconnu aux yeux de tous, comme Les Phrases des Binto. J'étais en troisième et ce livre m'a vraiment charmé parce que à l'intérieur, il y a eu plusieurs sentiments. Il y avait de la joie, il y avait de l'espérance et il y avait de la tristesse au moment où on s'entendait le moins. Et Binto était un jeune garçon qui était amoureux d'une fille appelée Muriel. Il souhaitait vraiment être avec elle. Après son arrivée en sixième, il n'a pas pu se mettre en couple avec elle dans la mesure où celle-ci a voyagé vers l'Occident. Maintenant, lorsqu'il arrive dans une nouvelle concession, il tombe, il y a une autre fille au nom de Monique qui est intéressée par lui, et lui malheureusement, c'était pas réciproque. Donc, un soir qui a bouleversé sa vie, il a décidé, il est allé dans la chambre de Monique, ils ont eu des rapports sexuels, et de là, il était contraint d'arrêter ses études. Il a vu son avenir qui était prometteur disparaître comme un brouillard au lever du soleil. Pendant qu'il voulait absolument trouver un emploi pour pouvoir maintenant prendre en charge sa future, sa dulcinée, celle-ci meurt durant un voyage de pirogue. Donc au moment où on s'attend le moins au moment où on s'attend le moins à une fin aussi tragique, au moment où Ebinto a fini par accepter le sort, le destin qui était entre ses mains, il perd la personne qu'il avait déjà commencé à aimer. Et c'est un roman qui m'a trop marqué, avec une phrase que j'ai toujours considérée comme un leitmotiv jusqu'à présent. Amadou Koné disait à l'intérieur, nous sommes la génération de la transition entre deux civilisations. J'ai toujours gardé cela en tête en me disant que nous sommes une génération qui est dotée, nous sommes la génération Z, nous sommes dotés des nouvelles technologies, des communications et de l'information. Nous devons nous auto-former, nous devons apprendre beaucoup de choses. Nous n'avons pas les mêmes chances que nos parents à l'époque. Donc, c'est une phrase qui m'a toujours boosté à faire des exploits dans ma vie. Et de façon prosaïque, c'est un peu ça. C'est le roman qui m'a le plus marqué, c'est Les Phrases de Binto. L'émission tire à sa fin. Joanne, merci d'avoir répondu à notre invitation. Quel est votre mot de la fin? Alors, en guise de péroraison, ce que je puis dire par rapport à cette émission, c'est un message que j'aimerais adresser à mes frères. La réalisation de ce livre était à la base utopique. Mais je me suis dit que nous sommes dans un monde où tout est possible. En fait, il n'y a pas de magie, tout est dans l'audace. Et nous sommes aussi dans un monde où l'échec est plus reconnu que la réussite. C'est-à-dire, lorsqu'on veut s'engager dans quelque chose, on se dit toujours qu'on va échouer. Notre entourage commence à nous encourager en nous décourageant. On se dit toujours qu'on va échouer. Donc, puisque nous sommes dans un monde où l'échec est plus reconnu que la réussite, nous pouvons essayer de le faire parce que si on échoue, ce sera normal. Alors que si on réussit, on sera le premier à le faire ou au moins on aura réalisé ce qui nous tenait à cœur. Donc, le message que je tiens vraiment à faire passer à mes frères, c'est qu'en chacun de nous, nous avons des talents insoupçonnés. Nous avons des compétences inexploitées. Donc, nous devons faire des introspections et voir ce que nous pouvons réellement réaliser. La vie actuelle est dotée de plusieurs avantages, comme je l'ai si bien dit tout à l'heure. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous permettent de tout apprendre. Nous avons des moteurs de recherche comme Google, comme YouTube, qui nous permettent de tout savoir. Donc, mes frères et mes sœurs qui ont des projets, qui veulent vraiment réaliser cela, qu'ils se mettent dans la tête que s'ils veulent vraiment sortir de leur zone de confort, qu'ils se donnent les moyens pour le faire. Peu importe les découragements ou encore les médisances faites par les personnes autour d'elles, elles doivent toujours aller de l'avant. C'est ce que je tiens à dire. Car si je ne l'avais pas fait, si j'avais tenu compte de tous les propos
médisants qui ont été en langue à l'égard de cet ouvrage, je pense qu'aujourd'hui, je n'aurais pas pu sortir ce dernier. Et aussi dire que nous devons être flexibles. Lorsque nous ne pouvons pas passer par la porte, cherchons à trouver la fenêtre, cherchons à créer un trou. Battons-nous et nous allons toujours atteindre nos rêves. D'accord, merci beaucoup, Djibril. Voilà, merci Mariatou. Donc, mon mot de la fin, c'est d'abord remercier la présence de l'auteur et aussi inviter les gens à lire un ouvrage imbu de valeurs humaines qui est Sarah la réconciliatrice. Donc, et aussi tout le temps sériner mon message de tous les jours qui est le fait que la lecture et l'écriture ne doivent pas être des parents pauvres parce qu'elles sont partie intégrante du processus de formation de l'être humain. Voilà, c'était vraiment merci et le plaisir est pour moi de partager le plateau avec vous. Merci bien. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un autre numéro de Lire et Écrire et bonne suite des programmes sur Télé École, la première chaîne éducative de l'Afrique de l'Ouest.